Bonjour, c'est Bernard à nouveau. Écoutez, ici, on est à Lyon. Donc voilà, on va descendre vers les quais. Et puis, je vais aller vous parler un peu plus de psychopatho ou de psychopathologie. Parce que effectivement, j'ai commencé à vous en parler. Et je voudrais aborder un certain nombre de sujets à ce niveau-là pour vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une méthode ou une façon d'aborder la psychopathologie qui soit réellement opérationnelle. D'abord, on va s'intéresser au fait que pourquoi les hypnothérapeutes cherchent-ils absolument à se former en psychopathologie. Donc, on va continuer de développer le sujet. Je vois il y a du monde autour là qui regarde un peu ce que je suis en train de faire. C'est un peu bizarre. Donc, oui, je disais, c'est d'une part pour se crédibiliser vis-à-vis du corps médical et d'autre part aussi pour se rassurer. Parce que on vous a répété que dans certains cas de troubles psychiques graves, l'hypnose était contre-indiquée, qu'il fallait les repérer, etc., etc., etc. Ok, bon, pourquoi pas. Ceci dit, il y a une chose dont il faut être vraiment conscient dans cette histoire, c'est que la pratique d'une technique ou d'une méthode ou d'une approche de psychopathologie traditionnelle ne va pas tellement vous aider à ce sujet. Ça ne va pas tellement vous aider parce que la mise en œuvre n'est pas si évidente que ça. Soit vous avez beaucoup d'expérience et à ce moment-là, vous allez détecter très vite, quand je dis beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'expérience clinique. Et à ce moment-là, vous allez détecter assez vite les troubles par similarité avec ce que vous avez déjà détecté auparavant. Et donc, c'est pas très facile d'abord. Alors, vouloir passer quelqu'un au crible, par exemple, d'un questionnaire de type DSM, pour savoir si on a véritablement affaire à des troubles psychiques ou pas, si vous pouvez faire réellement un diagnostic ou pas, ça me laisse un peu dubitatif. Maintenant, en termes de culture générale, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant à plus d'un titre, c'est intéressant en termes de développement et de constitution des types psychologiques. En fait, le plus intéressant pour vous, ça va être de savoir définir assez précisément des types psychologiques. Et une fois avoir défini les types psychologiques, vous serez en mesure de voir les dégradations possibles de certains troubles. Et ces dégradations sont prédictibles, si vous voulez, en fonction du type psychologique de la personne. On peut savoir ce qui va se passer si jamais elle tombe dans une névrose grave ou si elle tombe dans une psychose. Donc ça, c'est intéressant. On va voir que la psychopatho, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour pouvoir diagnostiquer les types psychologiques et qu'il vaut mieux passer par une autre grille. Et l'autre grille que moi je vais vous proposer, c'est la grille de l'énéagramme. Et vous allez voir que notamment en se basant sur le travail de Claudio Naranjo, on a une grille d'énéagramme qui permet de très facilement définir des types psychologiques et de savoir assez rapidement à qui on a affaire et comment les choses peuvent se dégrader avec cette personne. Et que si cette personne présente des caractéristiques vous paraissent bizarres quelque part, eh bien vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, c'est que vous avez détecté un trouble plus grave et que ça mérite peut-être une consultation chez un psychiatre, éventuellement un traitement, etc., etc. Donc vous voyez qu'on va travailler d'une manière assez originale en se servant de quelque chose comme l'énéagramme. L'originalité de l'énéagramme comme point d'entrée dans la psychopatho, l'originalité de la spirale dynamique comme
psychologie du développement et l'originalité des cycles psychotiques dérivés directement du bouddhisme tibétain. Et je dirais la mise en commun de ces trois influences dont je vous parlerai très très précisément. Je vous en parlerai vraiment de manière extrêmement précise et vous comprendrez comment elles s'articulent les unes les autres, notamment par le simple fait qu'elles ont eu des choses en commun dans le temps et dans le temps historique. Il y a eu des contacts, notamment entre les Grecs et le diagramme et les bouddhistes. Donc on verra comment Claudio Naranjo a résolu la question et a déterminé très précisément en quoi il y avait des correspondances. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez voir abordées, je vais vous proposer un petit formulaire dans lequel vous allez pouvoir mettre facilement vos souhaits, ce que vous avez envie d'aborder dans ce sujet. Et voilà. Donc on est toujours sur les quais de Lyon là. Puis bon le soleil descend. Quai du Rhône en fait. Hein. C'est pas la Saône, hein, c'est le Rhône. Hein. Je précise.